Bonjour et bienvenue dans notre exploration. On va commencer par une question. Une question qui a l'air toute simple, presque enfantine, mais qui est en fait un vrai casse-tête. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Qu'est-ce qu'un nombre? On les utilise. Tout le temps, quoi. Mais si on essaie de définir le nombre 2, par exemple, sans utiliser le mot 2, ou pair, ou un autre chiffre. On est bloqué. Très vite. Exactement. Et c'est ce vertige qui nous amène aujourd'hui à ouvrir un livre fascinant, Introduction à la philosophie mathématique de Bertrand Russell. L'idée, c'est de faire avec lui une sorte d'archéologie des maths. C'est une très bonne image. On ne va pas construire, on va creuser. Partir de ce qui nous semble évident, les nombres, pour remonter jusqu'aux fondations, là où apparemment les maths et la logique ne font plus qu'un. C'est tout à fait ça. Russell nous propose un voyage à rebours. Le chemin classique des maths, celui qu'on apprend à l'école, c'est une construction. On part des entiers, on ajoute les fractions, les nombres réels. On construit un gratte-ciel étage par étage. Voilà, toujours plus complexe. Mais le philosophe, lui, fait le chemin inverse. Il ne se demande pas quel est l'étage suivant, il se demande sur quoi repose tout le bâtiment. C'est un travail d'analyse pour trouver la simplicité la plus fondamentale. D'accord, on met nos casques de chantier alors et on descend dans les fondations. Et la première chose qu'on y trouve, c'est une idée un peu paradoxale. Ce qui est le plus simple logiquement, c'est souvent le plus difficile à comprendre pour nous. Comment ça? Russell donne un exemple génial. Il dit qu'il a fallu des milliers d'années à l'humanité pour réaliser qu'un couple de jours est une paire de faisans. C'est la même chose numériquement. C'est deux instances du même nombre abstrait, le nombre 2. C'est un niveau d'abstraction énorme. Un faisan, c'est concret. Le concept de 2, lui, est complètement intangible. C'est vrai, on n'y pense jamais. Et j'imagine que pour le zéro, c'est encore pire. Ah oui, le zéro, c'est une invention très tardive. Les Grecs, les Romains, ils n'avaient pas de chiffres pour ça. Ça prouve bien que ces briques de base ne sont pas du tout des évidences. Bon alors, face à ce flou, comment on fait pour solidifier ces fondations? Je crois savoir qu'un mathématicien, Piano, a tenté de mettre de l'ordre. Oui, Giuseppe Piano, à la fin du 19e siècle. Il a eu une approche qui semblait blindée. Il a dit, on va prendre 3 idées de base qu'on ne définit pas. 0, nombre et successeur. D'accord. Et à partir de là, il pose 5 règles du jeu, 5 axiomes. 5 règles pour définir tous les nombres. Voyons voir ça. La première? Toute simple. 0 est un nombre. C'est le point de départ. Ok, il en faut bien un. La deuxième? Le successeur d'un nombre est un nombre. Si on a un nombre, on peut toujours passer au suivant. Logique. On peut toujours compter plus loin. Troisième règle? 2 nombres différents ne peuvent pas avoir le même successeur. En gros, on ne peut pas arriver à 5 en partant de 4 et en partant de 8 en même temps, par exemple. D'accord. Pas de carambolage. Et la quatrième? 0 n'est le successeur d'aucun nombre. C'est le début de la chaîne, il n'y a rien avant. Bon, ça me semble... Ça se tient parfaitement. On a un départ, une façon d'avancer, pas de croisement. Et la cinquième alors? La cinquième, c'est la plus puissante. C'est le principe d'induction mathématique. Oh, ça sonne plus technique. C'est l'idée de l'effet domino. C'est ça? Si le premier tombe et que chaque domino fait tomber le suivant, alors ils tombent tous. C'est l'analogie parfaite. Si une propriété est vraie pour 0, et si, quand elle est vraie pour un nombre, elle est aussi vraie pour son successeur, alors elle est vraie pour tous les nombres. Et avec ça, on peut tout reconstruire. L'addition, la multiplication. Tout. Ça semble parfait. Mission accomplie, on a défini les nombres. Sauf que, j'ai comme l'impression que ce n'est pas si simple. Et non. C'est là que Russell arrive avec son pied de biche intellectuel, et il fait tout sauter. Il montre que ce système, qui a l'air si parfait, ne définit pas uniquement les nombres que l'on connaît. Attendez, comment ça? Ces règles semblent faites sur mesure pour 0, 1, 2, 3. Vous me dites que d'autres choses pourraient obéir à ces mêmes règles? Une infinité d'autres choses, oui. Et c'est là qu'il est brillant. Il donne des contre-exemples. Imaginez. Premier exemple, le mot 0, on dit que c'est 100. Nombre, ça veut dire entier à partir de 100, et successeur, ça veut dire plus 1. D'accord. Alors, voyons voir. Axiome 1, 100 est un nombre. Oui, ça marche. Axiome 2, le successeur d'un nombre, disons 150, c'est 151, c'est bien un nombre, oui. Axiome 3, 2 nombres différents ont des successeurs différents. Ça marche toujours. Et axiome 4, 100 n'est le successeur d'aucun nombre. C'est vrai aussi, parce que 99 n'est pas dans notre nouvel ensemble de nombres. L'induction marche aussi. Incroyable. Ça fonctionne. Deuxième exemple, encore plus étrange. Disons que notre 0 est bien 0.
mais que nombre signifie les nombres pairs. 0, 2, 4, 6. Et que successeur veut dire ajouter 2. Alors, 0 est un nombre pair, oui. Le successeur d'un pair en ajoutant 2 reste pair, oui. Deux pairs différents n'ont pas le même successeur, oui. Ça marche, encore. Il en donne un dernier, encore plus fou. 0, c'est 1. Nombre, c'est la suite 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8. Et successeur, c'est divisé par 2. Et là encore, Ça respecte les 5 règles. Mon cerveau est en train de fondre. C'est une série qui diminue, mais ça suit les règles. Donc, si Peano n'a pas défini les nombres, qu'est-ce qu'il a défini au juste? il a défini une structure, Une pattern. ce que Russell appelle une progression. C'est n'importe quelle série avec un début qui avance pas à pas, sans jamais se croyer, ni revenir en arrière. Donc, il a décrit la forme d'un escalier infini, mais pas les marches de notre escalier à nous. Celui de 0, 1, 2, 3. C'est une excellente image. Il a donné le plan, mais pas les matériaux. On ne sait toujours pas ce qu'est le nombre 2 en lui-même. Alors là, je suis perdu. Si même ces axiomes ne suffisent pas, sur quoi on peut s'appuyer? Est-ce qu'il existe seulement une définition? Il en existe une. Et la réponse de Russell, qui s'appuie sur le travail d'un logicien allemand génial, mais méconnu à l'époque, Gottlob Frege, c'est une des idées les plus folles et les plus belles de la philosophie. Je suis tout oui. Un nombre, ce n'est pas une chose. C'est une collection de collections. Une collection? Deux collections? D'accord. Là, il va falloir m'aider. Alors accrochez-vous. La définition formelle, c'est le nombre d'une classe est la classe de toutes les classes qui lui sont similaires. Wow. Ok, pause. On décortique. Classe, ici, ça veut juste dire un groupe, un ensemble. Exactement. Bon. Alors, prenons le nombre 2. Si j'applique la définition, le nombre 2, c'est la classe de toutes les classes qui sont similaires à une paire. C'est ça. Le nombre 2, c'est l'ensemble de tous les duos possibles. Imaginez un grand sac, un sac conceptuel. Dedans, vous mettez la paire de chaussures, les 2 jours du week-end, les 2 yeux sur un visage, un duo de chanteurs. D'accord. Le nombre 2, ce n'est rien d'autre que ce grand sac qui contient absolument toutes les paires. Le nombre 3, c'est le sac de tous les trios. C'est une idée complètement folle, mais elle a une certaine beauté. Mais alors, qu'est-ce qui rend toutes ces paires similaires? C'est quoi le lien? Le concept clé, c'est cette similarité. Et elle repose sur une idée toute simple, la correspondance 1 pour 1. Ce que les matheux appellent une relation biunivoque. Une correspondance 1 pour 1? Russell donne une analogie parfaite. Dans un pays où la monogamie est la loi, on sait, avec une certitude absolue, qu'il y a exactement le même nombre d'épouses que de maris. Sans avoir besoin de compter qui que ce soit. Bien sûr, pour chaque mari, il y a une et une seule épouse, et inversement. Le mariage lui-même est la preuve de l'égalité. Précisément. Cette relation 1 pour 1 est la notion la plus fondamentale qui soit. L'acte de compter, en fait, c'est juste une application de ça. Quand vous comptez vos doigts, vous ne faites rien d'autre qu'établir une correspondance 1 pour 1 entre vos doigts et la série des nombres de 1 à 10. D'accord, je crois que je saisis. Donc le nombre 2, c'est le grand sac des paires. 3, le grand sac des trios. Mais ça ne me dit pas pourquoi le sac 3 vient après le sac 2. D'où vient cet ordre 0, 1, 2, 3? Ça nous semble tellement naturel. Excellente question. On a les nombres. Maintenant, il faut l'ordre. Et là encore, Russell vient faire exploser nos intuitions. Il dit qu'un ensemble, ça n'a pas d'ordre en soi. L'ordre, ce n'est pas une propriété des objets, c'est le résultat d'une relation qu'on décide d'appliquer. Ah oui, comme un groupe de personnes. On peut les ranger par taille, par âge, par ordre alphabétique. Le groupe est le même, mais l'ordre change à chaque fois. C'est exactement ça. Prenons les nombres entiers. L'ordre habituel vient de la relation « est plus petit que ». Mais on pourrait les ranger autrement. On pourrait mettre tous les impairs d'abord, puis tous les pairs. L'ensemble est le même, mais la relation a changé, donc la série est différente. On pourrait même les ranger par, je ne sais pas, le nombre de lettres dans leur nom en français. Ce serait le chaos, mais logiquement c'est possible. Absolument. La vraie question, c'est donc quelles sont les propriétés qu'une relation doit avoir pour créer un ordre, une série. Et Russell en identifie 3. Lesquelles? Premièrement, elle doit être asymétrique. Si X est avant Y, alors Y ne peut pas être avant X. Si X est plus petit que Y,
y ne peut pas être plus petit que x. Logique, ça donne une direction, un sens unique. Deuxièmement, transitive. Si x est avant y et y est avant z, alors x doit être avant z. D'accord, pour faire des chaînes. Et la dernière, Elle doit être connexe. Pour deux éléments différents, x et y, il faut forcément que soit x soit avant y soit avant x. Il ne peut pas y avoir d'éléments qui flottent, qui sont incomparables. d'accord. Donc si je résume, l'ordre des nombres, qui nous paraît si fondamental, n'est que le résultat d'une relation particulière, plus petit que, qui se trouve avoir ces trois propriétés. C'est une construction. Et la grande conclusion. Pour Russell, les mathématiques n'étudient pas des objets mystérieux. Elles étudient les structures logiques créées par des relations. La nature des choses qu'on met en relation, au fond, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la forme logique du lien entre elles. Alors si on récapitule tout ce chemin, on est parti d'un concept simple, nombre. On a vu que les définitions par des règles, comme celle de Peano, échouaient. Parce qu'elles ne décrivaient qu'un patron, une structure générale. Ensuite, on a découvert cette définition incroyable. Un nombre est la classe de toutes les classes similaires. Et maintenant, on voit que même l'ordre de ces nombres, c'est une structure qu'on impose via une volation. Finalement, le cœur des maths, c'est pas le calcul. C'est la pure logique. C'est la thèse de Russell. Démontrer que toute la vérité mathématique peut être déduite de quelques principes logiques de base, sans jamais avoir besoin de l'intuition, de l'expérience ou de quoi que ce soit d'autre. La logique est la genèse des mathématiques et les mathématiques leur maturité, c'est ça. C'est sa phrase, exactement. Ce qui compte n'est pas ce que sont les nombres, mais comment ils se comportent. C'est la structure et rien d'autre. C'est à la fois hyper abstrait et, une fois qu'on y pense, c'est d'une clarté limpide. Mais il y a un dernier détail. Une dernière petite pierre dans les fondations que Russell soulève et qui est absolument vertigineuse. Ah. Pour que toute cette construction tienne, et surtout pour prouver un truc aussi simple que 2 plus 2 égale 4 et non pas 3, il faut faire une supposition. Une supposition qui n'est pas, elle, une vérité logique. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Laquelle? Il faut supposer ce qu'il appelle l'axiome de l'infini. Il faut postuler qu'il existe un nombre infini d'objets dans l'univers. Pardon? En quoi notre arithmétique dépend du nombre d'atomes dans l'univers? Parce que, si l'univers était fini, imaginez qu'il n'y ait en tout et pour tout qu'1 million de choses. Que serait le nombre 1 million 1? Souvenez-vous de la définition. C'est la classe de toutes les classes qui ont 1 million 1 membres, mais dans cet univers, il n'en existe aucune. Ce nombre serait donc la classe vide. Et le nombre 1 million 2? La classe vide aussi. Donc... on aurait 1 million 1 égale 1 million 2. L'arithmétique s'effondrerait. Exactement. C'est incroyable. Donc à chaque fois que je fais une simple addition, sans le savoir, je parie sur le fait que l'univers est infini? C'est une hypothèse métaphysique? Invérifiable, qui soutient tout. C'est exactement ça. Et c'est sur cette pensée à la fois troublante et fascinante que Russell nous laisse. Notre arithmétique de tous les jours repose sur une croyance sur la nature du cosmos.